Donc Véronique Filleul, je serai présente sur le colloque là partiellement parce que j'ai d'autres engagements cette semaine, dont une formation d'enseignant demain à Bourail. Mais je suis très très contente d'être là ce matin et de pouvoir présenter donc les deux premières conférences, dont celle de Claire Colombel. Alors je crois que hier matin Bernard a rappelé quelques dates. Je voudrais rajouter aux événements, on va dire, scientifiques mentionnés par Bernard. Le séminaire, en fait, 2007, donc ça fait quasiment 10 ans, c'était en juillet, 10 ans que Jacques Bernaudon et moi, on avait organisé un premier séminaire sur les langues qui concernait l'Océanie, avec aussi comme invité la Guyane, parce qu'on trouvait que la Guyane était une collectivité française dont la complexité sociolinguistique pouvait se rapprocher de celle de la Nouvelle-Calédonie. Bon, du coup, si on dit juillet 2017, octobre 2016, voilà, on peut déjà avoir presque 10 ans et se demander, faire le bilan, qu'est-ce que c'est qui a avancé en 10 ans du point de vue de la politique linguistique en Nouvelle-Calédonie et du point de vue de la formation des enseignants. Donc Claire, qui nous fait l'honneur de sa présence, a justement fait un doctorat sous ma direction, co-direction, en sociolinguistique et didactique des langues. Et sa thèse, justement, interrogeait la glottopolitique calédonienne. Donc le fait qu'il y ait une reconnaissance historique très forte concernant les langues kanak, mais que par ailleurs, cette reconnaissance historique avec l'accord de Nouméa et la loi organique n'a pas été suivie par une vraie planification linguistique. Voilà. Donc elle a pu mener pendant plus de 3 ans des observations de classe aussi. Et donc sa réflexion scientifique va du niveau, je vais dire, macro-sociolinguistique au niveau micro, avec des analyses très fines de pratiques de classe dans des micro-contextes. Et elle a surtout travaillé sur le Grand Nouméa. Aujourd'hui, elle est enseignante-chercheur à l'IFMNC et elle dirige donc le département de langue et culture kanak. Donc, son temps est partagé entre la formation des enseignants de langue avec la création d'outils et, bien évidemment, la formation aussi des enseignants du premier degré. Voilà. Donc, je lui laisse la parole et je la remercie encore de sa présence. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Et avant de vous parler des langues comme objet et moyen d'enseignement, je voudrais remercier tout l'auditoire et particulièrement les organisateurs et organisatrices de l'événement, du colloque et de cette rencontre qui nous permet de réfléchir sur les langues, mais peut-être et surtout de réfléchir avec les langues océaniennes. Et moi, je vais essayer de nous inviter à réfléchir avec les langues kanak en Nouvelle-Calédonie. Et comme l'a dit Véronique, les recherches sur l'enseignement biplurilingue ou sur l'enseignement intégrant les langues kanak en Nouvelle-Calédonie n'est pas récente, bien qu'elle ne soit pas extrêmement ancienne non plus, mais ça fait quand même déjà près de 10 ans que des chercheurs s'intéressent et travaillent à l'intégration et à l'implémentation d'un enseignement de langue et de culture kanak dans l'école néo-calédonienne. Les recherches se focalisent ou se sont focalisées dans un premier temps ou essentiellement sur une éducation bilingue au sens plein du terme, alors que les programmes de la Nouvelle-Calédonie et l'histoire de l'implémentation de l'ELCK à l'école calédonienne étaient plutôt dans un autre paradigme d'une présence des langues, mais pas d'une éducation pleinement bilingue.
Et donc ça nous amène à réfléchir en termes de différents défis ou de différents chantiers pour penser la présence des langues dans l'école calédonienne comme une coprésence avec le français, puisque l'accord de Nouméa prévoit que les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture. Donc elles sont officiellement des langues de scolarisation. Elles devraient, ou en tout cas le texte législatif devrait nous permettre d'envisager une éducation bilingue. Malheureusement, ou à l'heure actuelle, cette éducation bilingue est encore un chantier sur la réalité du terrain. Bien que les recherches montrent des choses extrêmement intéressantes et devraient incliner les politiques publiques vers ce type d'éducation-là, on n'y est pas encore. Et donc je vous propose ce matin que nous réfléchissions autour de la reconnaissance des langues et qu'est-ce qui pourrait être encore fait de façon à ce que la marche vers une éducation plurilingue puisse s'opérer. Ensuite, le deuxième défi ou le deuxième chantier, c'est sur les pratiques réelles des élèves, puisque les programmes néo-calédoniens nous invitent à partir de ce que les élèves connaissent et de mettre les élèves au cœur des apprentissages. Donc on va essayer de réfléchir autour de leurs pratiques langagières pour comprendre comment l'implémentation de l'ELCK peut les aider à développer d'autres compétences. Ensuite, quelle place pour les langues dans la classe ? Une question un peu vaste que je ne vais que effleurer, mais la question de l'évaluation des compétences langagières et comment évaluer des compétences plurilingues ou comment évaluer des compétences plurielles. Et enfin, un point, je pense, qui est plus intéressant, mais enfin, les langues kanak pour penser et pour dire le monde, c'est-à-dire de changer de paradigme, ne plus être dans l'enseignement de la langue, mais d'avoir comme ressource les langues pour découvrir le monde, découvrir les enseignements, les champs disciplinaires et tout ce que les programmes nous proposent de découvrir. Ma réflexion s'ancre sur la notion de situation didactique. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de pédagogie avec le triangle de Husserl, mais voilà, la réflexion didactique se sert d'outils que tout le monde connaît relativement bien, avec la notion de situation. Et la situation didactique va se définir par les interactions entre un enseignant ou des apprenants et des savoirs à transmettre. Et c'est les interactions bilatérales non univoques entre ces différents éléments qui va permettre de définir ce qu'est une situation didactique. Mon inclinaison personnelle étant la sociodidactique, j'essaie d'insérer cette situation didactique ou cette considération des méthodes d'enseignement dans un schéma un peu plus vaste où alors notre triangle didactique serait au centre de ce nouveau triangle-là qui définit le contexte, le macro et les micro-contextes dans lesquels les situations d'enseignement vont s'actualiser. Et ce macro-contexte va être défini ou pourrait être analysé à travers les représentations que le corps social, c'est-à-dire les représentations que les Calédoniens ont de leur école et de leur langue, au pluriel, les pratiques qu'ils ont de leur école et de leur langue, et enfin l'accompagnement législatif autour de l'école qui implémente ou qui n'implémente pas les langues. Et il me semble que la connaissance du macro-contexte va éclairer les micro-contextes et que ces micro-contextes-là vont conditionner les actualisations dans la salle de classe, c'est-à-dire les situations réelles d'enseignement, les situations où les savoirs se transmettent ou se construisent. D'un point de vue, on va dire, macro-contextuel, alors je ne vais pas occulter l'histoire, ce n'est pas du tout la question, mais je vais passer très rapidement sur les questions historiques. Mais voilà, pour expliquer ou pour comprendre le contexte calédonien, il faut remonter à 1863, enfin la question de la place des langues à l'école calédonienne, il faut remonter à 1863 et donc au décret Guillain qui interdit l'usage des langues, puis renouvelé ou en tout cas augmenté en 1921 avec l'interdiction des pratiques écrites des langues ou de la diffusion des écrits en langue, pour comprendre que voilà, la Nouvelle-Calédonie s'est construite ou a construit son histoire
de politique linguistique de façon conflictuelle, avec des interdictions sans cesse renouvelées. Et c'est quelque chose qui a été douloureux pour les locuteurs des langues, donc pour les Kanaks, parce que ça a fini pour certains par de l'emprisonnement. Voilà, c'est donc une construction longue dans l'histoire, une construction douloureuse qui s'est faite dans le conflit. Et la revalorisation des langues kanaks s'est faite aussi dans une histoire conflictuelle. Alors je ne vais pas retracer les événements et tout ça, mais dans des mouvances de revendications identitaires qui se sont transformées en revendications politiques, a émergé la question de la place des langues. Donc c'est une longue construction, difficile, douloureuse, qui a été aussi, ou qui peut être perçue comme clivante entre les kanaks et les non-kanaks. Et ça a un impact aujourd'hui dans les situations d'enseignement des langues où on va voir se répartir la question de oui, les langues kanaks pour les kanaks, mais les langues kanaks pas pour les non-kanaks. Ce genre de réflexion-là, ce sont des choses qui se sont construites dans l'histoire de la Calédonie, dans l'histoire des politiques linguistiques de la Calédonie. Il faut noter que c'est seulement en 1984 que les décrets Guillain et l'interdiction des usages écrits des langues ont été abrogés, donc 1863-1984 pour la période d'interdiction. Et donc c'est à partir de 1984 que les choses commencent à changer et à évoluer. Le changement le plus fort, le plus brusque, pour les bonnes choses, c'est passé dans les années 1990 avec en 98 la signature de l'accord de Nouméa qui fait des langues kanaks des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Il faut attendre le transfert des compétences, donc en 2000, les compétences du premier degré en 2000, puis le vote et les délibérations concernant les premiers programmes calédoniens en 2006 pour voir réellement la question ou pour voir réellement les classes LCK implémentées dans les écoles calédoniennes. Et là, je parle d'implémentation officielle. Ça ne veut pas dire que précédemment, il n'y avait pas eu d'autres formes d'enseignement pour des jeunes enfants, pour les enfants du premier degré, mais c'est la première implémentation officielle de l'ELCK. Cette implémentation s'est faite sur la question de la reconnaissance identitaire, culturelle et linguistique du peuple kanak, tel que c'est écrit dans l'accord de Nouméa, mais a été peu ou n'a pas été accompagné d'une réflexion sur quelle didactique des langues possible. On intègre les langues, mais pourquoi faire? Ça, on ne l'a pas dit. Et donc, si un premier défi, à mon avis, à relever, essayer de voir pourquoi est-ce qu'on met les langues à l'école. Ça, c'est pas une question que je pose très personnellement. Tous les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, Jacques Vernaudon dans la salle, Véronique Filleul ici, avaient déjà posé la question. Les langues, oui, mais pourquoi faire? C'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps. La seule chose que l'on peut dire, c'est que les programmes ont été pensés de façon très européocentrée ou très franco-centrée, c'est-à-dire avec une vision très monolingue et très universalisante des choses. Et ça me semble, là c'est mon analyse, être un frein majeur à l'élaboration d'une didactique intégrée néo-calédonienne. Et donc, le contexte dominant de la Nouvelle-Calédonie est un contexte... le contexte calédonien est un contexte où le français est dominant, au sens où il est la langue véhiculaire, parlée et connue de tous, mais où il est aussi la langue de tous les échanges officiels depuis de nombreuses années. La construction historique des politiques linguistiques calédoniennes ont fait intégrer aux Océaniens une idéologie de la domination du français et une idéologie monolingue. Hier, il a été question de... comment était cette expression ? De mentalité, pardon. Voilà, hier, il a été question de mentalité monolingue
Et la sociolinguistique française va un peu plus loin, on pousse le bouchon si vous voulez, en parlant d'idéologie. Et les Océaniens de Nouvelle-Calédonie, Kanak et non Kanak d'ailleurs, ont très bien intégré cette idéologie du français dominant ou de la langue unique française comme langue véhicule de beaucoup de choses, et arrivent eux-mêmes à avoir des attitudes ambivalentes, voire négatives à l'égard de leur propre langue. Donc c'est le rouleau compresseur de l'idéologie monolingue qui aboutit à aujourd'hui une défiance des langues kanak par les locuteurs eux-mêmes des langues kanak. Pour pouvoir intégrer les langues kanak dans les salles de classe et en faire quelque chose d'intéressant pour les élèves, il aurait fallu, ou on pourrait envisager un accompagnement fort de mise en œuvre de cet enseignement. D'après Tupin, il faut avoir l'adhésion du corps social. Or, en Nouvelle-Calédonie, le corps social est extrêmement clivé sur ces questions-là, et donc on aurait du mal à obtenir, ou on a du mal à obtenir une adhésion complète du corps social. Cependant, il y a effectivement des parents, puisque c'est d'eux dont il s'agit, qui sont extrêmement intéressés, volontaires, et qui sont partie prenante de cet enseignement-là. Seulement, ça ne se passe pas partout de la même façon sur tout le territoire. Enfin, si les conditions ne sont pas réunies au sein du corps social, il faudrait envisager un travail didactique, mais en tout cas un travail d'information et de formation à l'égard des parents et des enseignants, de façon à pouvoir accompagner une réforme sans heurter le corps social, puisque si le corps social n'y adhère pas, notre réforme ne sert à rien, elle ne sera pas appliquée. Ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, c'est que avec l'accord de Nouméa, donc ça c'est un schéma que j'avais produit en 2012, donc aujourd'hui il va être un peu modifié, il va un peu évoluer, mais ce qui s'est passé pour l'accompagnement de l'enseignement des langues kanak, il y a eu donc le texte, l'accord de Nouméa, qui s'est concrétisé dans la loi organique, et avec un réel outil d'aménagement linguistique, pour le coup, un aménagement sur le corpus, avec la création de l'Académie des langues kanak. L'accompagnement sur le statut a été par contre un peu plus dissolu. Il a été réparti entre les différentes provinces pour la question des langues et cultures kanak, et est resté centralisé au gouvernement, puis en province sud, pour la question de l'éducation bilingue en anglais. On pourrait revenir sur l'appellation de bilingue en anglais, parce que là, je crois que l'anglais souffre ou pâtit des mêmes représentations que les langues kanak, et il n'existe pas, à mon avis, à l'heure actuelle, un enseignement bilingue anglais, comme il n'existe pas encore un enseignement bilingue LCK en Nouvelle-Calédonie. Et donc, de tous les maillons qui auraient dû être créés pour accompagner l'intégration des langues dans les écoles, il y a eu l'accompagnement sur le corpus avec l'Académie des langues kanak qui est là et qui produit, mais il n'y a pas eu l'accompagnement pour les écoles avec les déclinaisons au niveau territorial puis au niveau provincial. Ce sont des créations extrêmement récentes, et vous avez entendu hier parler du CELC, qui est un service qui est né en 2012. Je vous rappelle les programmes 2006. Voilà. Donc ça a mis du temps, et ça met du temps à se structurer pour accompagner l'enseignement des langues. Donc le premier défi, c'est que pour répondre au mot d'ordre législatif extrêmement ambitieux, comment ou que faire comme aménagement en termes de politique linguistique, ou comment structurer la construction de cet aménagement. Autrement dit, comment accompagner les acteurs sociaux, que sont et les parents et les enseignants, pour appréhender une place sérieuse des langues kanak dans les écoles et dans les salles de classe. La situation globale fait que le poids des représentations sociales, le poids de l'histoire,
conditionne et impacte les usages des langues que l'on veut enseigner. Et la Nouvelle-Calédonie étant ou constituant un contexte pluridiglossique ou avec une pluridiglossie enchâssée, est un contexte qui va favoriser essentiellement l'insécurité linguistique et les représentations ambivalentes à l'égard des langues. Premier effet ou premier impact que tous les Calédoniens ont peut-être vu ou ressenti, c'est la très grande déperdition de la transmission des langues. Là, ce sont des camemberts qu'on avait réalisés à partir de données déclaratives dans une école. Donc on a interrogé les parents sur les langues des grands-parents, leur langue à eux et les langues de leurs enfants. Donc ce sont des données déclaratives, on va les mettre entre guillemets, mais voilà, c'est quand même assez parlant. Les parents ont donc déclaré une génération 1, les grands-parents, les ascendants, avec au minimum 2 langues de façon très dominante. C'est-à-dire que seuls 9% des grands-parents constituaient des familles monolingues pour la génération 1. Et donc, 47% des grands-parents constituaient des familles bilingues, c'est-à-dire qu'il y avait 2 langues dans le couple, 35% avaient 3 langues dans le couple, 6% en avaient 4, 3% en avaient 5, dans la déclaration des parents. Quand on interroge toujours ces parents sur leurs enfants, ils déclarent que 74% d'entre eux ne parlent et ne comprennent qu'une seule langue. Alors il y a des fois des phénomènes où les parents doutent des compétences de leurs enfants. Mais quand on leur demande quelle langue parlez-vous à la maison, ils parlent le français. Et donc là, comme dans tous les contextes diglossiques ou comme dans la majorité des contextes diglossiques, on voit une réelle déperdition des langues. Cette déperdition est accompagnée, ou en tout cas est peut-être impulsée, est certainement impulsée par les représentations que les Océaniens ont de leur langue. Il est étonnant de constater que pour les familles, par exemple, wallisiennes en situation de migration en Nouvelle-Calédonie, la génération 1 est déclarée monolingue wallisien, la génération 2 se déclare bilingue français-wallisien, la génération 3 est déclarée monolingue français. Donc on voit un monolinguisme se substituer à un autre. Pour les familles Kanak vivant à Nouméa, c'est une école à Nouméa ici, pour les familles Kanak vivant à Nouméa, c'est petit à petit le français qui grignote la place des autres langues. On perd les langues, ou en tout cas les langues se transmettent de moins en moins, cependant elles restent dans notre héritage, elles restent dans notre panorama, dans notre background. Voilà, on pourra utiliser la terminologie qu'on voudra. Et ça donne des usages très calédoniens, ou ça donne des usages peut-être même très nouméens, avec des interférences qui vont se produire. Donc les langues ne sont plus dans les compétences actives quotidiennes, mais elles sont toujours présentes sous forme de substrats. Alors soit de substrats qu'on a du mal à identifier avec c'est prêté pour ma sœur, t'as dit à moi, enfin ce genre de construction-là. Là, ce sont 2 petits exemples, il y en aurait plein d'autres. Et on va les retrouver aussi dans des formes sédimentées. Là, j'ai pris des exemples du wallisien, enfin en wallisien, mais c'est tout aussi vrai pour les langues kanak, où on va avoir des usages qui vont être figés. Et donc là, pour les exemples en wallisien, les malo, les ouma, les ofa atu, même quand on n'est pas locuteur actif ou quotidien du wallisien, pour marquer son identité wallisienne, on va l'utiliser systématiquement de façon presque figée. On voit la même chose pour les langues kanak avec des olés, certains gros mots ou certaines expressions qui vont marquer que l'on appartient à telle ou telle région. Donc pour les usages, on a des usages qui se perdent, mais qui restent présents et qui restent marqués ou qui restent adossés à des marqueurs identitaires. Enfin, c'est pas parce que on n'est plus locuteur de sa langue ou que l'on est encore locuteur de sa langue que la société va cesser d'émettre des jugements sur les locuteurs. Et voilà des choses que j'ai pu récolter à droite, à gauche, à propos d'un jeune tahitien qui ne parlait plus le tahitien ou qui ne parle pas le tahitien. On m'a dit que c'était un rien du tout. Voilà.
il ne sait pas parler le tahitien, c'est un raté, donc c'est un tahitien raté. J'ai entendu la même expression pour les langues kanak et pour le wallisien. Là, il se trouve que c'est dans mon corpus et que je l'ai transcrit, donc j'ai mis celui-ci, mais voilà. Une maman à Nouméa me disait qu'elle n'allait pas imposer cette langue à sa fille en parlant de sa propre langue d'origine. Et on voit que les jeunes gens vont essayer de qualifier leurs pratiques, soit tantôt en disqualifiant leurs pratiques, soit tantôt en essayant de les valoriser d'une manière, on va dire, de groupe ou en constituant un groupe identitaire, en disant bon ben nous on parle le Djehukaya, on parle le Djehukase, c'est le Djehuanu qui renvoie à ce que Gumpert s'appelait le We Code, qui serait une construction communautaire dans laquelle on trouverait sa légitimité. Donc si l'école veut considérer les usages des élèves ou veut partir des pratiques des élèves et mettre les élèves au cœur des apprentissages, il s'agit de comprendre, ou en tout cas de réfléchir et d'accompagner l'introduction de l'enseignement en langue autour de la question de comment enseigner de et en langue minorée. Dans certains contextes, et particulièrement dans la banlieue de Nouméa, de et en langue minorisée, c'est-à-dire qui sont encore dans des processus de minorisation, qui sont encore dans une dynamique d'exclusion de la sphère sociale. Et enfin, comment enseigner une langue d'héritage, c'est-à-dire une langue qui est dans notre substrat linguistique, mais qui n'est plus dans nos usages quotidiens et qui n'est peut-être même plus dans les usages quotidiens des parents. Et donc là, j'aimerais, ou en tout cas mon inclinaison personnelle, va vers la notion de micro-contexte, c'est-à-dire que selon où on se trouve en Nouvelle-Calédonie, l'enseignement des langues et cultures kanak va être soit un enseignement de langue minorée, soit un enseignement d'une langue en processus de minorisation, soit un enseignement d'une langue d'héritage, c'est-à-dire qui n'est présente qu'à travers des interférences ou à travers des substrats dans les usages des élèves. Ce qui n'en fait pas pour autant des langues étrangères, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Implémenter cet enseignement malgré, j'ai envie de dire, les représentations sociales de l'ensemble de la communauté éducative, que ce soit les parents ou les enseignants. Et donc, quand les parents se méfient de leur propre langue, que les enseignants se méfient des langues des parents, comment intégrer des langues ou comment intégrer un enseignement de et avec ces langues. Enfin, là c'est, je crois, le rouleau compresseur de l'idéologie française. Comme on a une représentation, on va dire, très normée de ce que doit être le français, on voit apparaître des représentations extrêmement normées de ce que doivent être les langues kanak. Tout comme il existerait le vrai français de France, il existe la vraie langue kanak de nos défunts aïeux que nous ne connaissons pas. Et c'est une norme totalement fantasmée que l'on ne peut jamais atteindre. Et donc cette norme fantasmée ne fait qu'entretenir le processus de délégitimation et d'ambivalence à l'égard des langues. L'école peut peut-être promouvoir des usages, on va dire, polynormés, et l'école pourrait peut-être promouvoir une forme de déculpabilisation à l'égard des langues et des usages des langues, en fait. Les enseignants qui sont censés transmettre, enseigner avec et en ces langues, sont eux-mêmes dans les tensions que je viens de décrire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, locuteurs de ces langues-là, sont dans les mêmes tensions socio-linguistiques que les parents de leurs élèves, que leurs élèves et que l'ensemble de la communauté éducative. C'est-à-dire que les enseignants LCK, ce ne sont pas des extraterrestres totalement déconnectés du contexte calédonien. Ils sont évidemment calédoniens, donc concernés et peut-être même ressentent-ils plus ou sont-ils plus conscients des différentes tensions, des différentes injonctions que soit la société leur envoie, soit que les attentes des parents leur envoient, et donc leur positionnement peut être très compliqué.
Et donc ce positionnement, ça conditionne la manière d'agir dans la salle de classe, hein. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et là, pour travailler régulièrement avec les enseignants, ils essaient de se positionner ou de construire une identité professionnelle autour de « je suis un enseignant de langue ». Je suis un enseignant de langue, mais pas de n'importe quelle langue. Je suis un enseignant de langue et de culture kanak. Donc je me positionne à travers ce que je perçois de mon identité kanak. Et là, on a souvent des référenciations extrêmement micro-contextualisées. J'appartiens à telle famille, j'appartiens à tel clan, j'appartiens à telle tribu. Et donc, on va se positionner pour un enseignement extrêmement micro-contextuel. Dans les zones urbaines et périurbaines, les enseignants qui sont déterritorialisés, on va dire, hein, ici à Nouméa par exemple, on enseigne des langues des îles, les enseignants se voient plus comme des sortes de médiateurs permettant la transition de la vie océanienne vers la vie académique. Et c'est le principal schème de leur identité professionnelle, on va dire. Et ils se voient comme, en gros, des constructeurs de dialogue et faisant le pont, le lien de la famille vers l'école, du passage de l'enfant océanien vers l'élève de l'école néo-calédonienne. Ces enseignants-là n'en sont pas moins dans des formes d'insécurité professionnelle. Là, ça tient à leur statut. Hein. Certains sont titulaires quand d'autres sont des salariés d'une association. Donc là, en termes de statut et de précarité, c'est un peu compliqué. Mais certains sont aussi dans des tensions ou dans des formes d'insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'ils n'ont eux-mêmes pas confiance dans leurs propres usages de leur langue. Donc quand on n'a pas confiance dans sa propre pratique de sa langue et que l'on enseigne de ou dans sa langue, ça complique ou ça peut embarrasser certains gestes professionnels, notamment tout ce qui va être de l'ordre de la spontanéité et de la conversation, de la communication scolaire en dehors de la simple communication didactique. Et une autre question qu'on pourrait soulever, ou un autre défi, mais je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, la place des enseignants LCK dans les équipes pédagogiques. Et on pourrait soulever la question de la place de l'enseignement dans les projets d'école. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et que la DANC n'est pas un peu... soulever le lièvre ou taper du poing sur la table, il n'y avait quasiment aucune place pour le LCK dans les projets d'école. Et là, ça vaut pour les zones urbaines comme les zones rurales. Et ça vaut donc... voilà. C'est une question enfin voilà, je la passe très très rapidement, mais c'est une question qui est primordiale quand même pour ce qui se passe dans la salle de classe et ce qui va se passer dans l'école. Enfin, on pourra y revenir pendant la session de questions. En temps, oui, il te reste 5 minutes à peu près. Voilà. Donc, on va passer au défi. Ok. Donc, je vais passer très rapidement sur les conditions matérielles pour en revenir au fait que, voilà, les gestes professionnels en tant que défi vont tourner autour de la construction d'une identité professionnelle. Les enseignants LCK au sens moderne du terme n'ont vu le jour ou ne sont apparus que fin des années 2000. Il y avait d'autres formes d'enseignement des langues, mais qui n'étaient pas intégrées dans l'institution, et donc c'était une autre identité avec d'autres gestes professionnels. Et là, pour une didactique intégrée, c'est extrêmement récent. L'accompagnement des pratiques de classe est assez inégal sur tout le territoire, avec un maillage extrêmement serré en province nord et un maillage beaucoup moins serré en province sud, par exemple. Cependant, les enseignants, à travers ou grâce aux contraintes du terrain, grâce aux contraintes micro-contextuelles, développent des ressources et des trésors d'imagination et sont pourvoyeurs de pratiques innovantes. Alors, pour celles que je connais le mieux, on va dire, à Nouméa, des pratiques d'éveil aux langues,
avec en plus ou accompagnant la classe LCK, une prise en compte des langues d'héritage des élèves de la classe. Il devrait se mettre en place, à la suite de cette première tentative autour de l'éveil aux langues, des paniers d'histoire qui sont qui est un programme qui permet de faire circuler des livres bilingues dans les familles de façon à renforcer l'accès à la littératie, et là ici à la littératie plurielle. Enfin, dans le Nord, on voit quand même apparaître du co-enseignement, c'est-à-dire que dans la même salle de classe, on a l'enseignant standard, mainstream, et l'enseignant LCK qui travaillent de concert. Alors bon, ça pourrait être discuté et amélioré, mais voilà des choses qui existent et qui pourraient être accompagnées. Je vais peut-être passer très rapidement sur le défi ici, puisque Fabrice, tout à l'heure, va vous parler de la création d'outils. Donc, je me permets de zapper la question des outils pour arriver à la question de l'évaluation des compétences, ou quelles compétences développer avec le LCK dans les salles de classe. La réponse institutionnelle néo-calédonienne reste une réponse très européocentrée, avec l'adoption du CECRL. C'est un très bel outil, le CECRL, avec de très bons descripteurs, mais c'est un outil qui, contextuellement, est apparu en Europe avec des objectifs politico-sociaux, enfin tout ce que l'on veut, très précis, et donc c'est une construction européenne pour le projet européen. Il n'empêche que les descripteurs sont là et sont quand même un outil de référence dont on peut se servir. On peut s'en servir à la condition de les contextualiser à la Nouvelle-Calédonie. Et là, des travaux qui sont quand même relativement anciens. Donc là, je cite la thèse de Le Gall qui a été soutenue en 2010, mais il y a des travaux même un peu plus anciens qui montrent comment, en fait, l'approche prônée par le CECRL peut aller à l'encontre des cultures pédagogiques et des cultures d'apprentissage des élèves dans les pays où le CECRL est implémenté. Alors, lui, il a fait sa thèse au Brésil. Et il prend comme point de référence et comme point de comparaison ce qui s'est passé en Asie. Et donc, le CECRL va prôner une approche actionnelle où l'élève est acteur, l'élève est acteur en parlant, l'élève est initiateur de projet, ainsi de suite. Alors, je n'ai pas évoqué la question de l'histoire de la scolarisation des Océaniens en Nouvelle-Calédonie, mais voilà, demander à des élèves kanaks de devenir des acteurs et d'être des sachants devant le maître, c'est quelque chose qui est assez compliqué et assez complexe à mettre en place. Et donc l'approche actionnelle telle que décrite par le CECRL n'est pas transférable immédiatement à la Nouvelle-Calédonie. Ça demande de réfléchir, est-ce que on va rester dans une approche purement actionnelle? Est-ce qu'on va passer par du communicatif? Est-ce qu'on va faire un petit retour par le communicatif? Est-ce qu'on va pas passer par une forme de didactique intégrée, c'est-à-dire en invitant les parents comme co-enseignants avec l'enseignant? Est-ce qu'on peut envisager une démarche explicite dans la salle LCK? Est-ce que la pédagogie inversée pourrait marcher en Nouvelle-Calédonie avec des élèves océaniens? Voilà, ma réponse perso est non, mais ce sont des questions que l'on pourrait et que l'on aurait dû se poser et qui ne se sont pas nécessairement posées parce qu'on a adopté un outil très intéressant, très performant, mais qui n'est pas contextualisé ou qui n'a pas été contextualisé à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, le grand défi, c'est le défi de l'inventivité et de la créativité pour contextualiser cet enseignement. Très prochainement, on devrait avoir le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie qui va arriver. Et voilà, ce PANC, ce projet éducatif, ne semble pas, dans ce que j'en ai lu, donc il n'a pas été édité, mais ne semble pas proposer une approche médiane propre à la Nouvelle-Calédonie qui permettrait d'allier ou de réduire les tensions entre transmission
traditionnelle, on va mettre des guillemets, hein, ou transmission à l'océanienne et transmission académique à l'occidental des choses ou à la française des choses, nature des savoirs transmis, réduction épistémologique, enfin voilà, toutes ces choses-là n'ont pas été nécessairement anticipées ou n'apparaissent pas dans les textes que j'ai lus. Et donc, il me semble que le grand défi, ou alors peut-être le chantier qui reste à mener, et qui gagnerait ou qui aiderait le LCK à trouver une place plus affirmée et pour un meilleur bénéfice pour les élèves, serait d'être accompagné par différents types de recherche-action, donc intégrant la participation des parents, des enseignants, des élèves, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, enfin des différents acteurs, mais aussi de chercheurs et de chercheurs en didactique, pour avoir une meilleure connaissance des micro-contextes néo-calédoniens. Donc là, ça commence à être relativement documenté. Un travail sur les stratégies d'apprentissage et les cultures scolaires et la transmission de la culture scolaire dans les familles. Et enfin, comment articuler ou comment faire une transition du contexte familial vers la culture académique. Et ça me semble être un grand défi, un beau défi que la Nouvelle-Calédonie pourrait relever, avec l'idée, comme il est indiqué dans les programmes pour la classe mainstream, l'accès au monde et au discours de l'écrit pourrait être, comme Hornberger le dit pour les langues amérindiennes, pourrait être un outil d'empowerment pour les populations calédoniennes et pour les populations océaniennes. C'est-à-dire que donner un réel statut de langue véhicule de culture, de savoir, véhiculant non seulement une tradition, mais véhiculant aussi la modernité et pouvant s'intégrer dans des processus modernes ou de modernité, pourrait être un des outils qui abonderait l'amélioration des conditions de l'ELCK, en améliorant les conditions ou les regards que les non-enseignants ont sur ces langues-là, et en améliorant aussi le regard que les enseignants ont sur les langues LCK. Pour conclure alors, puisqu'il faut, on va revenir un peu en arrière avec une citation de Bernard Rigaud qui notait un curieux paradoxe où on voulait former des bilingues sans tenir compte du fait qu'ils étaient dans des contextes déjà bilingues, où on veut former des plurilingues sans tenir compte qu'ils sont dans des contextes plurilingues. Ça, c'est l'ambition des chercheurs et c'est l'ambition officielle affichée. Oui, on veut former des biplurilingues. Et on ne tient pas compte de leur biplurilinguisme. C'est le déni même de la volonté de former des bilingues. C'est-à-dire qu'on voudrait presque, malgré nous, former des... pardon, je vais reformuler ça. On affiche que l'on veut former des bilingues ou des plurilingues sans jamais donner les moyens aux langues de devenir des langues du répertoire actif des locuteurs en situation formelle. C'est-à-dire que oui, les locuteurs peuvent avoir ça dans leur répertoire actif, mais l'institution, la société ne fait qu'enfermer ces langues-là dans des situations informelles sans jamais permettre l'intégration des sphères formelles. C'est-à-dire que l'ambition affichée, elle est immédiatement contrecarrée par d'autres affichages institutionnels. On va dire ça. Et donc, si on devait conclure rapidement, voilà, je pense sincèrement qu'il y a des choses à faire et que les textes de loi et les entrées législatives qui affichent de réelles ambitions sont un vrai outil pour enfoncer des portes ou en tout cas essayer d'aller plus loin. Mais ça ne peut pas se faire sans, l'adhésion du corps social et deux, sans un accompagnement sérieux
des autorités pédagogiques, mais aussi de chercheurs qui peuvent aider à guider, modéliser et à avoir un regard extérieur, extra-calédonien ou un peu supra-calédonien, qui permettrait de sortir des tensions historiques liées à la présence des langues et des cultures kanak en Nouvelle-Calédonie.